Bonjour, pour le premier volet de mes chroniques du mois de septembre, je vous amène avec moi à Amiens où je vais me faire dédicacer le troisième volet de la passe miroir. Et j'ai fait dédicacer les 2 premiers tomes au mois de février ou au mois de mars 2016. Et donc là, je vais faire dédicacer le 3e tome à Amiens. J'ai écrit une chronique au sujet de la passe miroir sur mon blog. Vous avez été plusieurs à l'avoir lu suite à mon article notamment et à m'avoir laissé en commentaire à quel point cette saga vous a touché et vous a énormément plu. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu participer à mon échelle, de faire connaître un petit peu plus l'univers de Christelle Dabos et vous remercie énormément pour tous vos commentaires, vos gentils mots que vous m'avez laissés. Je m'y suis beaucoup reconnue, donc merci pour tous vos retours. Donc là je crois qu'il est à peu près 13h30, la séance de dédicace débute à 15h je crois. Donc je pense que j'arriverai un petit peu avant et si j'attends un petit peu, si je dois faire la queue pendant quelques minutes, voire 1 heure ou 2, ça ne me pose aucun problème. Donc je vais finir de me préparer et je vous emmène avec moi, c'est à peu près à 1 heure de route. Mais pour me faire dédicacer un tome de la passe miroir, je serai prêt à traverser toute la France. Aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes le lendemain de la séance de dédicace. Je n'ai pas filmé le soir en rentrant, tout simplement car il faisait nuit lorsque je suis rentrée. Donc je suis arrivée à peu près à 15h50 en sachant que la séance commençait à 15h. J'ai fait la queue pendant à peu près 2 heures pour avoir ma dédicace et ça allait valer largement. Christelle Dabos est une auteure qui prend vraiment le temps d'échanger quelques mots avec chaque personne qui vient à elle. Donc je ne sais pas si c'est le cas de tous les auteurs, pour moi ça me semble être normal, mais peut-être qu'il y a des auteurs qui ne le font pas, qui font ça un peu plus rapidement. Et elle prend vraiment le temps de discuter, d'échanger quelques mots avec chaque personne qui vient à elle. Et la première fois que je l'ai vue en dédicace, je me suis retrouvée devant elle, je savais pas trop quoi lui dire. J'étais pas intimidée, mais en fait je n'avais pas pensé à ce moment, je n'avais pas pensé à ce que je pouvais lui dire, ce que je pouvais lui demander, ce que je pouvais lui formuler pour lui dire merci. Et donc là j'avais préparé 2 petites questions. J'ai mis un certain temps avant de trouver ces questions. Je ne voulais pas que ça soit une question qui soit trop intrusive par rapport à la saga, par exemple en lui demandant des indices sur la suite, etc. Pour moi c'est une approche qui est peut-être un petit peu irrespectueux du processus de création d'auteur, de ce qu'elle a partagé. Je vois pas pourquoi elle partagerait quelque chose sur le futur de cette saga avec moi et pas avec les autres lecteurs. Donc je voulais vraiment être respectueux de son travail, mais en même temps j'avais envie d'avoir un petit quelque chose, un petit souvenir d'elle en plus de sa dédicace. Donc je lui ai posé les 2 questions suivantes. Je lui ai demandé quelle était sa boisson chaude préférée et je lui ai demandé quelle était sa pâtisserie, son dessert favori. Donc son dessert favori est assez changeant au fil des saisons, au fil du temps, etc. Et donc présentement c'est le tiramisu qu'elle apprécie particulièrement. Et pour sa boisson chaude préférée, eh bien c'est le Nesquik. Et quand elle m'a dit ça, j'ai vu ses yeux pétiller, elle m'a dit qu'elle en buvait beaucoup, qu'elle dosait beaucoup son verre avec beaucoup de Nesquik, etc. Et ensuite elle a ajouté « Ah, je sais que ce type de réponse ça fait un peu moins rêver, ça fait un peu moins classe que du thé ou du café. » Alors vu que je voyais qu'elle commençait à se justifier, tout de suite je l'ai interrompue et je lui ai dit non non, mais si c'est ta boisson préférée alors c'est parfait, cette réponse me va très bien, c'est ton petit plaisir à toi, il n'y a aucun souci. Et tout de suite après elle me dit mais en fait le tiramisu en ce moment c'est mon dessert favori parce que j'ai découvert le café il y a peu. J'ai découvert le café en écrivant le 1er ou le 2e tome, je ne me souviens plus, de la passe miroir, parce qu'il y a un moment où Ophélie boit du café et elle se disait qu'en tant qu'auteur elle connaissait même pas le goût du café et elle se devait de goûter à du café, cette boisson qu'elle faisait prendre à un de ses personnages, et que donc c'est durant son processus de création, d'écriture du livre, qu'elle a goûté à du café pour la première fois et qu'elle a bien apprécié. Du coup maintenant elle aime bien ce petit goût de café dans le tiramisu. Et quand elle m'a dit ça, je fais ah ben c'est assez amusant parce que moi aussi j'ai découvert le plaisir de boire du café il y a peu de temps, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, je m'apprêtais à lui laisser écrire ma dédicace et tout d'un coup j'ai eu un éclair dans ma tête et je l'ai regardée et je crois qu'elle a vu mes yeux s'agrandir et je lui ai dit mais oh mon Dieu, je me souviens de la toute première
tasse de café que j'ai bu, c'était à Londres, c'était début novembre 2015. J'étais dans un endroit en train de manger et à la fin du repas, et je me suis surprise à commander un café alors que je pensais ne pas aimer ça. Et à ce moment-là, au moment où j'ai commandé ma première tasse de café, j'étais en train de lire le deuxième tome de la Passe-Miroir. C'est incroyable quand même, c'est vraiment incroyable cette coïncidence autour du café, de sa première tasse de café, de ma première tasse de café, autour de l'écriture et de la lecture de ce premier tome. Du coup, le café est vraiment devenu un plaisir pour moi, un plaisir, un moment de recueillement, de douceur, de cocooning. Alors là, ça prend une toute autre dimension. Si en plus on rajoute une pincée de Christelle Dabos et de la saga de la Passe-Miroir, le plaisir du boire du café prendra une autre dimension un petit peu magique, de fantaisie, etc. Et donc, dans sa dédicace, elle met notamment cette petite référence au café. Pour Mélanie, copine de café, merci d'être venue me voir de l'autre côté du miroir. Donc j'espère que ce petit partage autour de la saga de Passe-Miroir, de l'univers de Christelle Dabos, vous aura plu. À tout bientôt pour la suite. Pour le deuxième volet de cette chronique, j'avais envie de regarder un des Disney que je n'avais encore jamais vu. Ma première lecture du Petit Prince a été assez tardive. Je l'ai lu la première fois lorsque j'avais 23 ans et c'est vraiment la lecture du Petit Prince qui m'a donné un sentiment de paix, qui m'a pacifié le passage à l'âge adulte. Avant la lecture du Petit Prince, j'étais convaincue que devenir adulte allait de pair avec perdre son âme d'enfant et la capacité de savourer tous les petits riens, toutes les petites joies de la vie. Bien que tous les adultes que nous sommes conservons tout au long de notre vie notre âme d'enfant, il y en a beaucoup qui pour X ou Y raison se coupent de leur âme d'enfant en grandissant parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles et qu'ils ont choisi plus ou moins inconsciemment ou consciemment de s'endurcir. Me concernant, j'ai toujours refusé d'écarter cette part de moi car pour moi la perdre c'était l'équivalent de mourir, l'équivalent de se perdre. Ainsi la lecture du Petit Prince m'a appris qu'on pouvait concilier grandir, devenir responsable et adulte avec cette innocence, cette légèreté, cette âme d'enfant, etc. Et tout au long de ma vie d'adulte, je m'accordais toujours des moments d'insouciance, d'extase, de contemplation, de lâcher prise et regarder un Disney fait partie de ces activités-là que je ressors de ma malle à trésor parmi ma liste d'activités qui nourrissent mon âme d'enfant. Et tandis que j'étais à Disneyland avec mon amie Mélodie en début juin dernier, donc je l'avais mis dans les chroniques il y a quelques mois, tandis qu'on était en train de faire la queue dans un manège, on a chacune dressé la liste des dessins animés Disney qu'on n'avait encore jamais vus. Donc tout simplement on a trouvé la liste sur Wikipédia, je crois que si on tape film, Disney, quelque chose comme ça, on a une liste en fait par ordre chronologique et dans la liste il y a un dessin animé que je n'ai jamais vu et qui je pense n'est pas très connu, qui s'appelle Taram et le chaudron magique. Donc lorsque j'ai vu qu'il y avait un Disney que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu et qui en plus avait le mot chaudron dedans, je me suis dit que ça serait assez chouette de le regarder dans une chronique. Alors j'ai acheté le DVD, je sais qu'on peut le trouver en streaming ou en téléchargement sur internet, mais je n'ai jamais téléchargé quelque chose illégalement. Et je ne suis pas très à l'aise avec le fait de télécharger ou de regarder quelque chose illégalement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, je ne juge pas les personnes qui le font, mais moi ça me met pas très à l'aise, je préfère acheter ma musique et acheter mes films et pour pas que ça coûte trop cher, souvent je prends les DVD d'occasion. Voilà. Donc en l'occurrence, cette édition là du DVD n'était pas d'occasion mais elle était neuve et vu que c'est un ancien film, elle n'était pas chère du tout sur Amazon. Je vais me préparer une tisane, je vais faire une petite décoction et on va regarder le dessin animé et je vous donnerai mon avis à la fin.
J'ai fini de regarder Taram et le chaudron magique. Donc en anglais, Taram se nomme Taran et le titre n'est pas du tout Taran and the Magic Cauldron, mais est The Black Cauldron. Donc si on traduit en français, ça donne le chaudron noir. Tout de suite, ça donne un peu plus le ton. Donc en français, quand on dit le chaudron magique, on pense peut-être, en tout cas moi je pense à quelque chose d'assez léger, d'assez doux, d'assez féerique, etc. D'assez positif. Et donc bien sûr, lorsqu'on voit le titre en anglais, le chaudron noir, on comprend qu'il s'agit d'un chaudron maléfique, enchanté. Donc l'histoire du chaudron noir et de Taran est assez simple. Il s'agit d'un chaudron qui est maléfique donc, et qui a été perdu dans le monde. On ne sait pas trop où est-ce qu'il est, mais on sait qu'il a le pouvoir, qu'il a le potentiel, s'il est glissé entre les mains de personnes mal intentionnées, de détruire le monde, d'asservir toute âme qui y vit et de rendre tout puissant la personne qui se l'approprierait. Et il y a un moyen tout simple de contrer les pouvoirs maléfiques de ce chaudron, c'est de donner sa vie au chaudron. Ce qui comporte bien sûr un sacrifice, car si l'on souhaite annuler les pouvoirs maléfiques du chaudron, il faut avoir la force, il faut avoir la capacité de s'oublier soi-même pour le bien d'autrui, pour le bien de l'humanité et pour la protection de notre terre, du monde, etc. Donc je vais pas vous dire la fin de l'histoire, qui se sacrifie, s'il y a un sacrifice, mais évidemment vous vous en doutez bien, c'est un Disney donc ça se finit bien. Ceci étant dit, tous les Disney qui sont issus d'autres histoires, d'autres contes, je pense notamment à la petite sirène, sont issus de contes initiatiques où il y a beaucoup de métaphores, de messages, etc. derrière et qui ne sont pas vraiment très gais, très roses, etc. La version originale de la petite sirène, le prince tombe amoureux d'une autre humaine et folle de tristesse, elle finit par se jeter par-dessus bord du bateau et se noyer dans l'écume de la mer. C'est pas très gai, mais voilà, c'est la version originale. D'ailleurs, cette pluralité de versions d'une même histoire, d'un même conte, me fait penser qu'on a en nous la capacité de choisir l'angle de vue, l'approche que l'on souhaite avoir avec un épisode de notre vie, avec un événement. On peut lui porter une énergie, un poids lourd, négatif, ou au contraire une énergie, un poids plutôt positif. Et dans certains cas, c'est assez difficile parce que lorsque c'est un événement de notre vie qui porte une charge émotionnelle négative, entre guillemets, ressentir une émotion négative est le premier réflexe tout à fait légitime que l'on va avoir. Et je pense que ça nous appartient à chacun de nous, à travers des choses difficiles que l'on peut vivre, la maladie, la mort, enfin plein de choses, d'essayer de vivre pleinement ces émotions et ensuite d'essayer petit à petit de continuer à avoir un rapport avec les autres choses qui sont indépendantes de cet événement, donc de continuer à vivre et à se reconnecter avec le moment présent, avec le monde, avec les gens, nos amis, notre compagnon, notre compagne, notre famille, etc. Voilà, donc un chaudron noir peut être aussi un chaudron magique ou un chaudron pastel, tout dépend de ce qu'on décide d'en faire. J'espère que cette chronique, découvrir le chaudron magique de Disney et mon avis, mon interprétation, mes petites pensées, mes petites réflexions qui gravitent autour, vous auront plu et on se retrouve tout bientôt pour parler pull doudou. Pour le troisième volet des chroniques de septembre, je vous propose de découvrir ensemble la marque L'Envers, qui est une marque que j'ai découvert grâce à Victoria du blog Mango & Salt. Cela fait à peu près 10 ans que j'ai commencé à changer mon alimentation, que j'ai commencé à essayer de mieux consommer de manière locale, consommer de manière raisonnée. Et depuis à peu près 1 an, je chemine également concernant la mode, les vêtements et le rapport que j'ai avec mes vêtements, avec la mode, avec mes achats vestimentaires, etc. Donc dans le domaine de la mode et des vêtements, c'est un peu comme la nourriture, chacun peut avoir des priorités, des attentes particulières. Donc par exemple, on peut privilégier que nos vêtements soient véganes ou alors qu'ils aient été conçus en Europe ou même exclusivement en France. On peut également être sélectif quant à la matière des vêtements, privilégier les fibres naturelles plutôt que synthétiques. Je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre, de savoir quelles sont ses priorités. Est-ce que c'est plutôt d'un point de vue écologique, par rapport à la cause animale, par rapport à l'empreinte carbone, etc. Donc me concernant, j'essaye de privilégier des pièces, des marques qui sont soit en France, soit en Europe, ainsi que des fibres qui sont naturelles mais qui peuvent être d'origine animale comme la laine avec le mouton, le cachemire, la soie, etc. Lorsque les vêtements sont faits avec des fibres naturelles d'origine animale, j'essaye autant que possible de privilégier des vêtements qui font attention
à la filière, à l'achat de leurs matières premières. Et en cela, j'entends qu'ils essayent de trouver des fournisseurs qui respectent autant que possible la vie animale. Si cette thématique vous intéresse, je pourrais écrire des articles au sujet de la mode éthique. Je ne sais pas trop si c'est un sujet qui vous intéresse ou que vous connaissez déjà, mais en tout cas, j'ai prévu au mois d'octobre ou au mois de novembre d'écrire un article avec mes pulls préférés pour la saison froide, mes pulls doudou qui proviennent tous de marques éthiques, responsables et avec des fibres naturelles. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, faites-le moi savoir par exemple en commentaire, et si je vois que vous êtes très nombreuses, eh bien j'écrirai de temps à autre des articles pour vous expliquer mon cheminement quant à cette prise de conscience par rapport à la mode éthique, etc. En attendant, je vous mets quelques ressources, quelques informations à ce sujet en lien dans mon article sur mon blog rattaché à cette chronique. Et déjà, rien qu'avec ça, vous aurez matière à regarder, à lire et à vous informer. Quelques mots au sujet de L'Envers. C'est une marque française qui est spécialisée dans la conception et dans la création de vêtements à mailles tricotées. Donc il y a des pulls, il y a des gilets ainsi que des écharpes. Et la créatrice qui s'appelle Julie a lancé sa marque dans le but de créer des pièces qui soient durables et éthiques. La laine mérinos de leurs pulls vient majoritairement d'Arles et les autres matières premières viennent de France ou d'Europe, sauf erreur de ma part. Je ne sais pas si vous le savez, mais le cahier de charge de production de la laine, du cachemire ainsi que d'autres matières premières d'origine animale est beaucoup moins respectueuse et beaucoup moins stricte dans d'autres pays du monde, notamment en Asie et en Australie. Donc déjà, rien que la source de la matière première qui provient d'Europe et de France, je trouve ça vraiment très chouette. Ensuite, Julie, et ça c'est quelque chose que j'adore et maintenant je fais très attention quand j'achète une pièce, un vêtement, toutes ces pièces, tous ces designs sont des coupes qui sont intemporelles. En d'autres termes, quand on achète une pièce chez elle, eh bien, elle a quelque chose de beau, de noble, mais aussi de classique, d'intemporel. Ainsi, si on l'achète une année, on peut la porter pendant 5, 10, 15 ans de suite. Quand on achète un vêtement de qualité, la fibre dure au fil des lavages, au fil des jours où on va la porter et marque très peu d'usure. La fibre se détend très peu, tient bien, etc. Le plus ancien pull que j'ai est un pull que ma mère m'a offert en 2003 je crois, ou en 2004, donc il y a 13 ou 14 ans. C'est mon premier pull de très grande marque de qualité et je l'ai toujours, je pourrais d'ailleurs vous le montrer un jour en photo. Il y a marqué d'ailleurs dessus intemporel je crois, ou quelque chose en rapport avec le temps, et il me va encore très très bien. Il est en si bon état qu'on pourrait croire que je l'ai acheté il y a 6 mois de ça. Donc maintenant, toute pièce que j'achète, j'essaye vraiment que ce soit des pièces intemporelles, que ce soit les pantalons, les jupes, les robes, les hauts, les pulls, les t-shirts, les chemises, etc. J'essaye vraiment que ça ne soit pas lié à une saison. D'ailleurs, avant, même si j'avais voulu faire ça, je n'aurais pas pu car je n'ai jamais suivi la mode. Je ne sais pas du tout quelle saison, quelle couleur ou quelle coupe ou quel tissu sont à la mode. J'ai jamais suivi ça. Alors sur le site de Julie, qui est très joli, qui est très épuré, etc., il y a des conseils également concernant l'entretien. Et j'ai appris beaucoup de choses quant à l'entretien de la laine. Personnellement, je suis plutôt une habituée du cachemire. C'est ma mère qui, à travers le pull que j'ai mentionné tout à l'heure, m'a initiée au cachemire il y a 13-14 ans de ça. Et depuis, chaque année, je m'achète entre 1 à 2 pièces en solde de très bonne qualité. Ce qui fait que maintenant, j'ai une chouette collection de pulls en cachemire. Et les pulls en cachemire, il ne faut pas les laver n'importe comment. Donc déjà, comme tout vêtement, on sépare les foncés et les clairs. Il faut les ranger dans une pochette spéciale lavage. Une thé d'oreiller fait très bien l'affaire. On choisit le programme de laine et il faut absolument laver à froid et ensuite on les étend à plat, au sec, pour les sécher. Et le cachemire est une matière qui adore être lavée, qui a besoin d'eau pour conserver un toucher doux, pour s'entretenir. C'est vraiment le lavage du cachemire qui va entretenir le cachemire. C'est un peu comme une plante qui a besoin de se gorger d'eau pour pousser. Voilà, le cachemire, il adore l'eau, il adore être lavé. Et sur le site de Julie, sur le site de L'Envers, dans les conseils d'entretien, eh bien j'ai vu que la laine, au contraire, n'aime pas trop être lavée et qu'en réalité, il suffit simplement, une fois qu'on l'a portée, de veiller à bien l'aérer et espacer les lavages. Donc bien sûr, si on a été à un barbecue, si on a un peu transpiré et que le tissu sent, on va le laver. Et voilà, c'est un tissu qui, contrairement au cachemire, demande à espacer les lavages. Alors en découvrant L'Envers, j'ai longuement hésité à acheter une pièce. Je crois que j'ai attendu plus de 6 mois avant d'acheter une pièce, pour la simple et bonne raison que j'avais très peur que le pull me gratte. Et je pense qu'on est nombreuses
à avoir peur ou à penser ou à associer la laine avec un tissu qui gratte, qui est inconfortable, etc. Je me souviens très bien lorsque j'étais étudiante, je venais tout juste de passer mon bac et j'étais encore en doc d'anglais. Je n'avais pas du tout conscience de la fast fashion, etc. Donc je m'habillais comme beaucoup chez H&M, dans des boutiques comme ça. Et évidemment les pulls synthétiques ou même en laine mélangée, parce que souvent c'est un mélange de laine et d'autres tissus synthétiques pour que ça revienne moins cher à la marque à produire. Je me souviens des pulls qui grattaient énormément et qui faisaient réagir ma peau. Ma peau avait des petits points rouges ensuite tellement que ça l'irritait. Et donc j'avais ces souvenirs là qui étaient assez douloureux et pas très plaisants. Donc j'ai longtemps hésité. Les retours de Victoria ainsi que d'autres avis et témoignages que j'ai vus sur des réseaux sociaux et qui étaient tous positifs et qui mentionnaient notamment ce toucher assez doux. Je me suis dit bon allez, essayons. De toute manière si le toucher ne te plaît pas, tu peux le renvoyer. Et j'ai commandé mon premier pull. Donc le pull que j'ai choisi c'est le modèle Barbara. Donc j'ai mon anti-sèche. Il est composé de 49% de mohair, 40% de laine et 11% de polyamide. Et il existe aussi en marron et en bleu. Donc je l'ai choisi en blanc parce que je n'avais pas de gros pull doudou blanc. Ceci dit, le bleu me fait très envie. S'il y a une petite fée ou une magicienne qui passe par là et qui entend ça, voilà, sachez que je serai heureuse de recevoir ce pull là. C'est une coupe aussi que je trouve très jolie parce que son col est un col V, très évasé et la coupe est très ample. Donc ça fait vraiment grand pull doudou. Et en hiver, les jours où il fera vraiment très froid et où on n'a pas vraiment envie d'exposer le décolleté, eh bien je mettrai simplement une écharpe pour m'enrouler de cocooning encore plus. Donc si et lorsque vous irez jeter un œil sur le site de l'Envers, il est fort probable que certaines d'entre vous trouvent que les prix soient assez élevés. Personnellement, à travers toutes les lectures et les recherches quant à l'industrie fast fashion, je sais qu'une qualité, qu'une traçabilité, qu'une certaine éthique se cachant derrière les marques a un coût et que les marques qui font un travail, un effort au niveau éthique, au niveau de la matière première, etc. ont un prix qui peuvent paraître assez élevés. Et personnellement, je préfère investir dans 5 pièces intemporelles de qualité qui soient assez onéreuses et qui me durent 10, 15, 20 ans plutôt que au cours de 10, 15, 20 ans acheter 30, 50 ou 100 pièces de vêtements différents et qu'ils ne me fassent qu'une saison et que cet argent finance une industrie qui n'est pas en accord avec mes propres valeurs. À chaque fois que j'achète un beau vêtement de qualité, même si le prix est un peu onéreux, je pense à ce tout petit geste de colibri que j'apporte à quelqu'un d'autre, à l'entreprise de quelqu'un d'autre qui va avoir une répercussion sur sa vie, sur sa journée, sur son entreprise, sur le court, moyen et long terme. Donc toutes les images, l'ouverture du sac, etc. que j'ai filmé, je l'ai filmé vraiment en direct dans le sens où dès que je l'ai reçu, j'ai allumé ma caméra et je me suis filmée en train de le sortir pour que vous le découvriez presque en même temps que moi. Et j'ai également attendu de porter ce pull pendant une journée pour voir justement au niveau du toucher de la laine, voir s'il était doux ou s'il grattait un petit peu, s'il fallait mettre peut-être un sous-pull pour vous faire un retour le plus fidèle, le plus honnête possible. Et très sincèrement, ça a été une assez grande surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi agréable et surtout aussi chaud. J'ai toujours cru que le cachemire que j'ai l'habitude de porter depuis près de 15 ans est une matière première très chaude et très légère ainsi que très douce. La laine, en tout cas la pièce de l'Envers, a un toucher qui est différent du cachemire. Je dirais pas qu'il est moins doux, je dirais qu'il est autrement doux. On a plus l'impression que le cachemire c'est comme un coton assez doux qu'on pose sur notre peau, tandis que la laine, on a l'impression que c'est une sorte de nuage que l'on pose sur nous. Donc il est doux, mais c'est pas le même doux que le cachemire. Et le pull Barbara que j'ai reçu est d'une chaleur, mais c'est incroyable. J'ai plusieurs épaisseurs de pulls de cachemire et comparé à mes pulls de cachemire les plus épais qui contiennent plusieurs fils, le pull de l'Envers est tout aussi chaud que mes
pulls les plus épais de cachemire. J'étais vraiment très étonnée de cette chaleur alors qu'il est vraiment beaucoup plus léger pour le coup en termes de poids que mes pulls de cachemire les plus épais. Donc voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. Les chroniques du mois de septembre sont terminées. On se retrouve d'ici un mois pour les chroniques du mois d'octobre. Et avant cela, il est fort probable qu'on se retrouve une voire deux fois en vidéo dans le courant du mois d'octobre. Et je retrouverai également certaines d'entre vous le 24 et le 31 octobre au cours de mes 2 ateliers pastels sur Paris. Sur ce, je vous envoie de très douces pensées. Prenez soin de vous, à bientôt.